Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Black Butler, qui même s'il n'est pas aussi important pour moi que l'épisode 6, c'était quand même un épisode que j'attendais beaucoup puisque c'est là où les illusions tombent et la vérité sur ce qui se passe dans la forêt des loups-garous commence à être révélée. J'ai pas checké pour voir combien d'épisodes cette saison allait avoir, mais si c'est comme la saison 4, on doit être sur du 11 épisodes, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur le dernier quart de cette saison. Et ouais, du coup, faut commencer un petit peu à ce que les choses avancent. Déjà, l'épisode commence avec, bon, un personnage qui nous est pas montré, mais qui apparemment se rend, ça a l'air d'être une espèce de bibliothèque, en Allemagne du coup toujours, ne serait-ce que par les costumes, enfin les costumes, l'uniforme du garde-convoi, mais qui dit que l'accès est interdit aux gens normaux, et le personnage qu'on suit va lui faire comprendre que non, non, lui, il a totalement le droit d'être là. Il n'est pas très très difficile de comprendre de qui il s'agit, puisque les indices étaient déjà là depuis le début de la saison. Et puis le mec, il parle quand même que le fils est aussi tyrannique que le père. Mesdames et messieurs, nous ne voyons pas son visage, mais c'est l'heure de Dietrich qui est de retour. Je peux pas vous exprimer à quel point j'aime ce personnage. C'est un peu comme le vicomte Druid, où j'étais tellement contente de le revoir dans la saison 4, parce que je me suis dit, oh purée, mais oui, c'est vrai qu'il était là, lui. Dietrich, c'est un personnage qu'on a rencontré pareil quand on a vraiment entendu parler en saison 4, même si quand on re-regarde l'animé, il était déjà là dans le tout premier épisode de l'animé d'origine, quoi. Et ouais, c'est un personnage que j'étais très contente de revoir et on le voit pas dans cet épisode-là, on devine que c'est lui. J'ai hâte qu'on arrive à la suite. Donc, en attendant, donc Sullivan essaye un petit peu. Donc, parce qu'en fait, il est venu chercher un bouquin et apparemment qui parle de la forêt des loups-garous, semblerait-il. Donc, Dietrich a l'air d'être au courant de ce que c'est et il se dit mais pourquoi est-ce qu'il est allé se foutre là-dedans? Dans ma tête, j'avais qu'une pensée, c'est la reine d'Angleterre. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est la reine Victoria. Je pense que si elle, il se serait bien épargné le détour, hein. Et du coup, donc, on retrouve Sullivan, du coup, qui est également en train de regarder le même livre, puisque donc elle est toujours en train d'essayer de finir le sortilège là en question. Et elle va avoir un éclair de comment dire ça? Elle va trouver la solution en fait d'un coup en s'imaginant un petit peu à quoi peut bien ressembler la vie à l'extérieur. Donc elle s'imagine en train de prendre un pique-nique avec Ciel et Sébastien et puis Wolfram et puis les trois domestiques qu'elle a aussi. Tout est beau, tout est mignon et tout. Et dans ma tête j'étais là. Ah ma pauvre, t'imagines même pas à quel point elle a des illusions à faire mal. On va en reparler. Donc voilà, donc elle trouve la solution et du coup Wolfram arrive pile à ce moment-là et donc il la conduit directement au niveau du cercle pour qu'elle puisse du coup finir ce petit sort. Et apparemment donc les loups-garous sont super contents, mais elle perd connaissance juste après avoir terminé. Et le sortilège commence un peu à briller, tout comme le reste des lettres. On ne sait pas trop ce qu'elle utilise comme baguette, mais et du coup donc c'est un loup-garou qui va la ramener dans sa chambre. Sauf que jusqu'ici, c'était toujours Wolfram qui s'occupait d'elle, et à moins que je me sois trompée, c'est lui aussi qui l'a amenée jusqu'ici. Ou alors j'ai vraiment loupé une frame. Mais donc, est-ce que potentiellement Wolfram ne serait pas un loup-garou? Ouais, il porte le nom quand même, hein, donc ce serait vraiment pas déconnant. Et du coup, donc elle se réveille dans son lit, un petit peu mal quand même. Donc on sait pas trop. C'est pas très clair si c'est le sort qui lui a pompé l'énergie, si c'est juste d'être resté éveillé toute la nuit comme ça, de trop travailler et qu'il l'a sapé, c'est pas exactement très. Ou si elle est en train de tomber malade, hein, sait-on jamais. Une maladie apportée par les étrangers venus de l'autre monde. Et du coup, voilà, donc Wolfram est prêt à la préparer pour qu'elle aille se coucher, donc en lui ramenant sa chemise de nuit. Sauf qu'en fait, elle va essayer une dernière fois, du coup, d'essayer de regagner sa liberté, de faire comprendre à Wolfram que bah, ce qu'elle veut, c'est aller explorer le monde extérieur. Et puis, ça tombe bien, elle a fini sa tâche de sorcière d'émeraude, elle a fini par accomplir le sortilège, donc tout devrait bien se passer, elle devrait avoir l'autorisation de quitter le village. Mais non, Wolfram, clairement, il lui fait comprendre que non. Et donc il s'en va, elle essaie de lui tendre la main pour le rattraper, mais
peut pas marcher, donc ça ne passe pas. Et il y a un moment, mais alors qui est vachement sombre, dont je ne me souvenais pas du manga, mais en fait on se souvient du coup, enfin on se souvient, on nous montre le moment où elle a hérité du coup du titre de la sorcière d'Amrone. Elle précise aussi que la précédente serait celle qui lui aurait donné la vie. Donc est-ce que ce serait sa mère qui aurait joué le rôle de la servante d'émeraude jusqu'ici? Ça expliquerait potentiellement qu'elle soit aussi bien traitée par le village. Par contre, ça sous-entend que le rôle est, comment dire, elle a été choisie. Elle n'est pas née comme ça, visiblement. Donc, ou alors est-ce qu'elle était prédestinée? C'est arrivé à un certain âge ou quand sa potentielle mère est décédée? C'est pas très clair pour le coup. Mais et donc on voit du coup ce qui s'est passé le jour où elle a hérité de ce devoir. Elle s'est littéralement fait briser les pieds. J'avais complètement oublié ce détail. Je savais que c'était pas folichon, quoi. Mais c'est littéralement Wolfram, et on sent que ça lui coûte énormément, qui lui a brisé les pieds. Alors, les pieds ou les jambes, c'est pas très clair. Quelle partie exactement, c'est pas très clair, mais c'est pour ça qu'elle a toujours les pieds bandés, en fait. Et j'y avais jamais pensé, mais est-ce que ça veut dire, du coup, que bah, la fracture s'est jamais résorbée correctement, en fait? Et qu'elle peut littéralement pas marcher, en fait, parce que ses pieds sont pas en capacité de le faire, en dehors du fait qu'elle ait pas marché depuis qu'elle était toute petite, visiblement. C'est pas très clair, mais ouais, dur d'être une sorcière, hein. Et donc du coup, voilà, la petite scène se termine là-dessus. On va rapidement passer sur Ciel, du coup, qui, qui se lamente du coup de la demande de la reine Victoria. J'aime beaucoup Sébastien qui se dit, non, mais c'est clair que son égocentrisme est à un autre niveau, effectivement, oui. Et dans ma tête, je me dis, ouais, on n'a pas idée, parce que je ne suis pas sûre, je sais plus si c'est dans cet épisode, dans l'épisode d'avant, si c'est dans Book of Atlantic, ou si c'est moi qui pars un peu trop loin sur la fin de la saison, mais voilà, on va dire que la reine Victoria n'est pas nécessairement la personne la plus sympathique du monde sous ses airs de grande-mère, de grand-mère endeuillée et pleurée, quoi. Mais on en discutera à la fin de cette saison si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et donc du coup, donc Ciel qui dit du coup à tous ces sujets, à tous ces servants, ces domestiques, de préparer le départ, puisqu'on est toujours la nuit en fait, j'avais oublié. Mais du coup, ils sont censés partir le lendemain à l'aube. Du coup, bon, il dit, écoutez, vous faites ça et vous attendez mes instructions en attendant. Et du coup, ils vont en profiter pour aller toquer à la fenêtre de Sullivan pour du coup lui proposer bah, de les accompagner en fait dans le monde extérieur. Sauf que bah elle est tellement prise par ses obligations, par le rôle qu'on lui a donné en fait, qu'elle n'ose pas, elle se dit non, mon devoir c'est de rester ici, donc ils sont prêts à partir. Et c'est là du coup qu'elle se jette au pied de Ciel en fait pour dire non, prenez-moi avec vous, faites-moi voir le monde extérieur quoi. Et tu sens tellement le côté tentateur, que ce soit de Ciel ou que ce soit de Sébastien sur le sujet. Tu comprends le côté démon et je peux comprendre en vrai de vrai, malgré tout ce qu'on découvre à la fin de cet épisode-là et des implications que ça a, je peux comprendre que les gens qui soient autour de Sullivan se disent ces gens-là, ces étrangers peuvent la corrompre. Parce que globalement, c'est ce qui se passe, quoi. Alors, c'est pour le bien de Sullivan, clairement, mais je peux comprendre que ce soit pas le truc que t'aies envie à première vue, quoi. Donc voilà, donc du coup, bon, bah, ils la prennent avec eux, sauf que ils ne vont pas à l'extérieur, dans la forêt ou plus loin. Non, 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 ils sont prêts à lui révéler la vérité de ce qui se passe réellement sous son château. Puisque du coup, ils l'amènent dans le passage secret qui amène jusque chez les loups-garous. Bizarrement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus un seul loup-garou dans le coin. Et du coup, bah, ils sont un petit peu en train de regarder le cercle magique, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ça me rappelle Sébastien, Ciel qui disait à Sébastien, non, mais les loups-garous, les sorcières, tout ça, c'est de la, c'est de l'invention et tout ça. Face à Sébastien qui, quelques épisodes plus tôt, était là, ah oui, les sorcières, ça me rappelle des trucs, effectivement. Mec, t'as passé un pacte avec un démon, tu rencontres des zombies et des dieux de la mort tous les deux arcs, s'il te plaît. Mais bon. Et donc du coup voilà, Sébastien a l'air du coup d'avoir compris un truc, donc il va pousser le piédestal sur lequel se trouve sa petite baguette. Il y a un espèce de levier juste en dessous,
Et alors que Sullivan essaie de lui faire comprendre que non, non, si jamais tu fais ça, il y a un grand désastre qui va se produire. Et eux d'insinuer aussi que l'histoire qu'on lui a renseignée n'est pas la bonne, sur le fait que bah voilà, les miasmes en fait c'est des résidus de magie d'un temps plus ancien, et que en fait bah la magie a un petit peu disparu et le pouvoir des sorcières avec, parce que les humains, blablabla, ont coupé les arbres, se sont installés et tout, bref, les humains, les méchants. Théorie selon laquelle je ne suis pas nécessairement contre. C'est juste que je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans, c'est tout. Déjà que dans Shaman King, je trouvais ça discutable, mais je sais pas, pour moi ça a plus sa place quand tu parles de SF, ou alors c'est peut-être juste que ça a été tellement mis en avant qu'au bout d'un moment, même si t'es d'accord avec le truc, au bout d'un moment t'en as juste marre, quoi, passer à autre chose. Mais bref, donc ça dévoile une porte secrète dont même Sullivan n'avait pas connaissance. Et en fait, c'est un ascenseur qui s'enfonce encore plus profondément dans la terre, s'il te plaît. Je me dis, mais vous êtes à combien de mètres concrètement là-bas? Et apparemment, il y a encore plus loin d'autres ascenseurs qui potentiellement descendent encore plus bas. Tu te dis, oui, d'accord, très bien, pourquoi pas. Et donc, ils vont tomber dans un espèce de truc très industriel qui fait très bunker. Bon, qui me surprend pas nécessairement au niveau de technologie, ça me surprend pas des masses par rapport à l'époque où se passe Black Butler, donc dans les années 1800. Par contre, ils débarquent dans une salle où il y a des radars et des trucs de partout, des ordinateurs. Je me suis dit, alors je suis pas certaine de mon coup. Je ne suis pas du tout certaine de mon coup. Mais ça me paraît un petit peu trop moderne comme technologie pour l'univers de Black Butler. Je suis pas foncièrement contre parce qu'il y a d'autres il y a d'autres trucs qui sont un peu anachroniques dans Black Butler, sans que ça fasse forcément défaut. Là, je suis pas sûre que niveau technologie, ça ce soit cohérent avec la période. Mais c'est peut-être juste moi, j'avoue que l'histoire de la physique et de la chimie, c'est pas exactement mon domaine de prédilection. J'adore la chimie, mais ouais, savoir tel truc s'est passé à telle époque, non, c'est pas trop mon truc, mais bon. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ils comprennent qu'ils voient plein de petits points, ça a l'air de représenter un petit peu le village. Ils comprennent que tous les petits points, du coup, c'est censé représenter les différentes villageoises. Et ils comprennent qu'en fait, là, c'est grâce C'est... comment ça s'appelle? Les colliers, les bracelets que leur avait donné Sullivan au tout début de la série, en fait, visiblement, ça a une espèce de GPS quelconque à l'intérieur, quoi. En tout cas, ça émet un signal qui est capté par ces primo-ordinateurs et du coup qui leur donne la localisation en temps réel, quoi. Disons que par exemple dans un univers comme The Promised Neverland, ça me dérange pas parce que tu comprends très vite qu'il y a des trucs qui déconnent, que le côté oh là là, nous sommes un petit orphelinat perdu dans la forêt, machin et tout, tu sens qu'il y a un truc qui déconne très très vite, quoi. Black Butler, mouah, c'est, je trouve que je dirais que c'est le seul truc niveau technologie de toute la série jusqu'à disons l'arc de Bardroy pour ceux qui lisent un peu le manga. Euh, je trouve que c'est le seul truc qui fait un petit peu tâche, mais bon. Et donc du coup, ils entendent des exclamations à l'extérieur, donc ils essayent de suivre un petit peu, et c'est là qu'ils tombent sur toute une troupe de loups-garous, en fait, qui célèbre le fait qu'apparemment Sullivan bah, a réussi à accomplir sa tâche. Et c'est notamment la vieille femme qui était là, faites attention aux étrangers, machin et tout, euh, qui leur explique qu'apparemment, bah, elle a créé des miasmes encore plus puissants que ce qui était prévu, ce que leur raconte un petit peu Sullivan aussi, c'était ça son but en fait, de créer des miasmes qui pouvaient s'étendre plus loin pour permettre aux créatures magiques, a priori, de vivre correctement, sauf que bah, au prix de la vie humaine, quoi. Et en fait, bah là, on découvre que oui, il se passe des trucs pas très très normaux, visiblement. Et en fait, bah, Sébastien va attaquer un des loups-garous, puisqu'ils sont tous sur Sullivan pour essayer de s'assurer qu'elle va bien et autres. Et en fait, on découvre que, comme on pouvait s'en douter, bien évidemment, les loups-garous ne sont que des costumes et il y a de véritables humains en dessous. Et donc Sullivan a été complètement trompé et ce qu'on essaie de nous faire comprendre,
c'est que en fait elle a créé un gaz toxique, le gaz le plus toxique et le plus dangereux de ces dernières années. D'où la formule chimique qui était notée sur la lettre qu'a envoyée la reine Victoria à Ciel. Et ouais, non, là, Sullivan, c'est tout son monde qui s'effondre, en fait, et a raison. Et je voulais pas le supposer au début de la série, mais j'ai été vérifiée par curiosité, maintenant que tout le truc était révélé, et je voulais pas me spoil. Semblerait-il que Sullivan a réussi à inventer le gaz moutarde, le fameux. Qui globalement, j'ai regardé, les symptômes sont les mêmes en fait que la malédiction qui a frappé Ciel. Donc en gros, voilà. Parce qu'il y avait il y avait du gaz moutarde visiblement tout autour de la forêt. Pourquoi pas? Et parce qu'au niveau de la formule chimique, ça correspond. Au début, je pensais, parce qu'il donne, la vieille, elle donne un nom du coup au gaz. Elle veut l'appeler le gaz Sulin, en prenant plein d'initiales de trucs différents. Et au début, j'avais pensé peut-être au gaz sarin, mais c'est inventé beaucoup plus tard. La formule n'est pas exactement la même, alors que le gaz moutarde, ça correspond beaucoup mieux à tous les niveaux. Et notamment qui sera utilisé pour la Première Guerre mondiale. On est dans les années 1800 et quelques, on n'est pas si loin, quoi. Donc voilà. Donc tout ceci n'était que travestissement, on va dire, déguisement, manipulation. Et ça, pour le coup, je me souviens et ça va être vachement cool à voir pour la suite. C'est Parce que je rappelle que Sullivan a quand même été capable de créer un gaz mortel. Ça demande des connaissances en chimie, ou tout du moins un instinct en chimie particulièrement important, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en fin de saison 2. Voilà, voilà. Donc franchement, non, c'était un épisode, ma foi, plutôt sympathique. Bon, moins intense que l'épisode d'avant, mais parce que l'épisode d'avant, c'était le truc que j'attendais. Donc forcément, tout ce qui est à côté fait un petit peu pâle en comparaison, forcément, mais je savais pas en fait si l'épisode allait aller aussi loin. Et du coup, moi, quand j'ai compris où ça allait, j'étais là, ok, c'est bon, vas-y, roule, ça va être cool. Donc voilà, la vérité est tombée et le monde de Sullivan s'effondre. Donc techniquement, elle a plus de raison de rester. Donc elle peut partir avec Ciel pour aller faire la tea party avec la reine d'Angleterre. Let's go. Et sachant il y a Dietrich qui doit encore intervenir, j'imagine un peu plus que juste en passant dans le fond, quoi. Donc j'ai hâte. Franchement, j'ai très très hâte de voir les prochains épisodes. Je pense ouais qu'il doit rester à peine un mois de diffusion pour pour conclure la saison. Et encore une fois, voilà, s'ils annoncent le Blue City Hall derrière, je serais pas contre. Franchement, ce serait cool. Mais bon, on en reparlera en fin de saison, ça aussi. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit si vous découvrez les événements avec cette saison 5 ou que vous ayez déjà lu le manga. Je serais très intéressée d'en discuter. Et puis, voilà, voilà. Allez, portez-vous bien les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 8. Bye!